Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour le débriefing du match entre Lyon et Monaco. Et oui, vous voyez cette image. Alors oui, c'est vrai que certains vont me dire, oui, mais c'est pas bien ce que tu fais, tu transgresses tes propres règles. Bouh, bouh, bouh. Voilà, tu dis des trucs et après tu les respectes pas, etc. Alors déjà, je fais ce que je veux, déjà première chose. Mais la réalité, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, et tout ce qui, bien sûr, est un être humain, doute fort que les animaux m'écoutent, hein, voilà, je fais ce que je veux, et tout simplement, bah voilà, quand un joueur qui fait son entrée a été très bon, eh bien, il faut parfois le signaler, puisque oui, pour moi, Lucas Paqueta est l'homme du match, que ça vous plaise ou non. On verra d'ailleurs pour information. Pour d'autres choses, on verra bien sûr sur les prestations globales des deux équipes, on reviendra bien sûr sur les tops et les flops, et bien sûr, on reviendra sur l'action litigieuse du penalty. Y a-t-il penalty ou non sur Léo Dubois? C'est justement ça qu'on verra en ligne de compte. Donc, on va revenir bien sûr déjà sur les compositions d'équipe. On va commencer avec celle de l'AS Monaco, avec donc Lyon, pardon, Monaco, Lyon, excusez-moi, avec Polenbeek qui remplace d'ailleurs Anthony Lopez, puisque Anthony Lopez est suspendu, enfin, après sa vilaine main en dehors de la surface de réparation. Ça, c'est la première chose. Quatre défenseurs avec Emerson, Boateng, Denayer et Léo Dubois, pardon, j'ai failli oublier. Ah, ensuite, on a euh, Cacré et Guimarães qui se trouvent dans l'axe au milieu de terrain. Trois milieux joueurs créateurs avec Toko Ekambi, Ousemawar et donc Shaqiri. Et enfin devant, Ryan Cherki. J'imagine que Peter Bosz a voulu faire un peu le même système qu'il y avait eu notamment avec Paqueta, c'est-à-dire que Ousemawar avait joué beaucoup dans l'axe. Et il s'avère que Paqueta et Ousemawar essayaient beaucoup de permuter et là, clairement, ça n'a pas trop marché. On reviendra bien sûr justement sur la création lyonnaise, parce que oui, la création lyonnaise n'a pas été vraiment en odeur de sainteté au niveau de cette composition d'équipe, et ça, il faut quand même le reconnaître. Du côté de l'AS Monaco, on a, alors juste pour information aussi, je ne l'ai pas dit, mais Slimani et Dembélé sont à l'infirmerie, et Adélaïde aussi, Anthony Lopez, lui, comme j'ai dit, était suspendu. Du côté de Monaco, on a quand même pas mal de petites casses. On a Aurélien Tchouameni et Sofiane Diop qui sont suspendus. Et on a Djibril Sidibé, Fabregas et Crépin Diatta et Alexandre Golovin qui eux sont touchés. Donc on a une équipe avec Nobles dans les buts, défense à 4 avec donc Kao Henrique, Dizazi, Badiachil et Ruben Aguilar. Ensuite on a Fofana et Jean Lucas qui donc remplacent donc Aurélien Tchouameni qui est donc suspendu dans ce match. Ensuite deux joueurs sur les côtés qui sont donc Matazo et d'ailleurs Jenson Martins. Et enfin, deux joueurs dans l'axe, c'est-à-dire Ben Yedder et Kevin Volland, qui n'ont pas vraiment, on va dire, pesé au niveau de ce qu'ils peuvent faire, pour ainsi dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de cette rencontre et de ce qui a été proposé durant cette rencontre, direz-vous? Eh bien, on va juste dire que les Lyonnais ont quand même se sont créés les principales occasions. On a eu notamment peut-être une ou deux occasions du côté de Lyon qui ont eu notamment du côté de Monaco, je veux dire, qui ont essayé de frapper, qui se sont créés quand même quelques occasions, avec notamment Badiachil qui doit contrer pour ainsi dire. Mais voilà, euh, c'est surtout Alexander Lumbels qui a, comment dire, avec pas mal de frappes, pas mal d'occasions qui ont été proposées, que ce soit du côté de Toko Ekambi, que ce soit d'autres joueurs qui ont essayé littéralement de frapper dans la balle. Et finalement, on va arriver au tournant de la rencontre, puisque nous sommes à la 75e minute. Dizazi eh bien, fait une faute. Alors, on va regarder l'action qui est ici. Donc voilà. Donc, vous avez l'action telle que nous l'avons vue au départ, et ensuite l'action zoomée, pour ainsi dire. Alors, au vu des images, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire au niveau de l'action. Peut-être que de loin là-bas, peut-être qu'elle est mal faite l'action, mais quand on regarde les deux images, je pense qu'il n'y a pas à soucier. Léo Dubois, donc, va reprendre la petite flèche. Vous avez donc Kizazi qui tacle, donc qui part comme ça. Et je pense que, certes, l'image qui est là est peut-être la moins saisissante, parce qu'on se dit qu'il va prendre le ballon. Mais avant toute chose, il prend quand même la jambe. Le geste est mal maîtrisé. Simplement, il y a une charge. Quand même, ça a été pas du tout bon par rapport à ça. Et au final, je vous donne en mille, hein, ça touche la jambe de. Il emporte en même moment Léo Dubois.
Et au final, eh ben, c'est le penalty, et pour moi logique, et qui est donc accordé par aux hommes de Peter Bosz. Le Ekambi, lui, transformera le penalty par rapport à ça. Ça va libérer les Lyonnais, qui vont se créer une multitude d'occasions, littéralement. Et donc à la 90e minute, sur un magnifique service de Lucas Paqueta, Emerson qui centre dans la surface, Denayer n'a juste à pousser la balle au fond. 2-0 du côté de l'Olympique lyonnais. Bon, maintenant, eh bien, on va quand même parler, bien sûr, de la prestation globale des deux équipes. Alors, on va commencer tout de suite avec Monaco. Alors, Monaco qui manquait pas mal de gens, hein, clairement. Mais Monaco, c'est vraiment une équipe qui, de mon point de vue, est souvent en courant alternatif. En ce moment, c'est un peu ça. Ils sont capables de faire des matchs assez aboutis, assez bien travaillés, assez bien motivants, voilà, où ils font quand même des choses intéressantes. Et il y a des fois où tu vois l'équipe, notamment il y a eu un changement, notamment avant la trêve. Alors je pourrais plus vous dire qui c'est qui était sorti, mais je sais que Fofana était pas content à sa sortie. Alors, match en question. Et les Lyonnais et les Monégasques s'étaient bien repris et avaient réussi quelque chose. Contre Clermont, qu'on avait fait justement en tant que foot zone, on avait vu d'ailleurs que les Monégasques avaient eu une prestation indigeste en première mi-temps, et puis d'un seul coup, ils s'étaient réveillés, ils avaient produit quelque chose. C'est Bordeaux, voilà. Ouais, c'était Bordeaux, où tu vois que clairement, ou je crois que c'était Bordeaux, je sais pas si c'est Bordeaux, il y a un changement. Euh, non, c'est pas à Bordeaux, c'est Clermont, bah justement, c'était Clermont, où ils font un match catastrophique en première mi-temps, et là, Niko Kovac décide de remplacer donc Fofana, d'ailleurs, qui est pas content à ce moment-là, il le remplace par je sais plus qui. Et à ce moment-là, l'équipe va tout de suite s'illuminer et ça va aller beaucoup mieux pour ainsi dire. Et donc, concrètement, bah, c'est un peu ce qui s'est passé dans ce match. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que les Lyonnais étaient sûrs de leur force. C'est vrai que les Lyonnais, contrairement au match contre Saint-Etienne qu'on avait suivi d'ailleurs, le match contre Lyon, contre Saint-Etienne, ils avaient fait une bonne entame de match. Ils avaient été plutôt dominants, notamment surtout, on va dire, 45 premières minutes, c'était plutôt pas mal. Les Stéphanois avaient été plutôt menaçants et avaient produit quelque chose d'intéressant. Et puis en deuxième mi-temps, ils avaient mis un peu le claquet de contact en mode on va voir, on va gérer. D'ailleurs, il y avait eu 1-0 à ce moment-là. Et il va se passer que du côté lyonnais, la clé de contact va se fermer d'un coup. Et là, c'est pas du tout le cas. On a eu très bonne équipe lyonnaise au début, qui a joué, qui a fait des choses, etc. Il y a eu un moment donné où les Monégasques sont revenus dans la rencontre, et à ce moment-là, les Monégasques ont été un peu meilleurs, mais ça n'a pas fait douter les Lyonnais, qui ont été plutôt sûrs de leur force. Et à ce moment précis, ils ont fait aussi rentrer d'ailleurs Paqueta et tous les autres, mais concrètement, on a senti une équipe lyonnaise plus sereine, moins en mode panique. On a moins senti une équipe lyonnaise qui limite ne savait plus vraiment ce qu'ils avaient à faire. Et c'est ça que Monaco doit un peu aussi apprendre. C'est-à-dire que là, ils ont affronté encore une fois quand même un candidat au titre, encore une nouvelle fois. Et là, on a le sentiment, une nouvelle fois, les Monégasques, c'est encore une fois un échec. Ça marche pas, ça manque ça manque d'envie. C'est qu'encore une fois, cette équipe monégasque, elle est capable du pire comme du meilleur. Et ça, c'est pas possible. Je rappelle que l'année dernière, on avait tendance à leur fustiger le fait que Monaco, c'était une équipe qui avait quand même des difficultés. Prenez le cas contre Marseille. Marseille gagne, il y a Bamba Dieng qui marque par 2 fois, mais Monaco n'est pas là. Et j'ai comme la nette impression que cette saison, ils ont beaucoup de mal face aux gros, face aux équipes un peu plus faiblardes, même si, bon, il restera toujours quelques petites contre-performances contre le Shakhtar Donetsk, ou le match contre Lens, ou voilà, mais ou le match contre Lorient, etc. Mais depuis quelque temps, ça allait. Ils gagnaient contre Saint-Etienne, bon, 10 Monaco, il y a eu de partout. Mais clairement, ils avaient réussi quand même un match indigeste. Mais là, ils se retrouvent face encore à un ténor du championnat, et finalement, boum, 2-0, mal au centre. Donc là, c'est vrai que ça peut paraître compliqué, c'est-à-dire qu'à chaque fois, s'ils affrontent un de leurs concurrents directs, à chaque fois, ils se prennent une tôle, ils se prennent une désillusion. Ça va paraître compliqué quand même. Pour Lyon, je suis content. Moi, je suis content pour les Lyonnais parce que les Lyonnais, ils ont fait une prestation très bonne. Voilà. Ils ont été sérieux tout au long de la rencontre. Alors oui, c'est vrai que le but a mis de temps à arriver. Notamment, il y avait un bon gardien en face, hein, clairement. Mais je suis quand même très satisfait de ce qu'a proposé Lyon en termes. Alors,
Il y a notamment, bien sûr, alors par contre, ça c'est clair, il y a un Lyon sans Paqueta, il y a un Lyon avec Paqueta. On a vu que quand il y a Paqueta, le jeu, il y a cette touche technique qui permet notamment à Lyon d'être plus serein, d'être plus impressionnant, d'être plus technique. Et finalement, ce qui me plaît du côté de Lyon, c'est que Lyon, quand Lyon va au fond des choses, ça reste quand même une équipe qui me plaît énormément. Dans ses choix techniques, dans ses choix tactiques. Et il y a cette structure aussi qui est plutôt bonne, où notamment Cacré et Guimarães sont plutôt intéressants. Derrière, Boateng et Denayer, quand même une grosse équipe. Et tu vois quand même que face aux gros, ou même face aux gros, même aux petits d'ailleurs, hein, ils ont cette capacité à aller de l'avant. Le truc, c'est que des fois, ils se font punir tout seuls. Saint-Etienne, finalement, quand tu regardes bien et que tu fais un peu de recul, ils font une bonne première mi-temps, mais ils font une deuxième mi-temps qui est plus moyenne, où finalement ils n'arrivent pas à tuer leur adversaire, parce que c'est ce qui aurait dû se passer. Hein. Ils ont deux, trois occasions, ils n'arrivent pas à la mettre au fond. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans ce match-là aussi. Jusqu'au penalty, ils se font peur parce qu'il y a une action, je crois, je ne sais plus, il y a un monégasque, il y a une action, et Paul Henbeck est obligé de se sortir pour essayer de sortir le grand jeu. Parce que sinon, Paul Henbeck, il y a but, et là, à ce moment-là, on est là à pas se regarder, on dit, bah merde, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a une frappe, voilà. Alors, certes, c'est qu'une frappe, 50e minute, voilà, mais c'est qu'une frappe. C'est qu'une frappe. Et honnêtement, il y avait eu un 0 pour Monaco, voilà. Saint-Etienne, alors Saint-Etienne, c'était plus compliqué. Parce que Saint-Etienne, Lyon avait l'air de complètement perdre les pédales et avait de plus en plus de difficultés à axer son jeu, à faire des choses comme ça. Encore une fois, je pense que du côté de du côté eh bien de l'Olympique lyonnais, il y a deux choses à apprendre. Il y a un Lyon avec ou sans Paqueta. Avec Paqueta, c'est pour moi, c'est une équipe qui a un talent technique magnifique. C'est pour ça d'ailleurs je le mets en top parce que tu vois que quand il est là et quand il est pas là, il y a quelque chose d'incroyable. Mais il y a aussi cette sérénité, cette touche de balle, cette Paqueta, il sent le but, il sent la qualité. Quand tu te dis que, par exemple, notamment au PSG, Leonardo voulait le récupérer, on comprend mieux pourquoi. Parce qu'il y a un artiste, il y a un artiste, le mec c'est pas. Et d'ailleurs, quand tu regardes d'ailleurs pour information, quand tu regardes Neymar et Paqueta, tu te dis, il y a un mec. Alors certes, il n'avait pas la même histoire parce que au Milan, c'était un joueur qui était relativement lambda. Mais quand tu vois que par exemple, il y a une Grinta, il se bat tous les jours, et que d'un côté tu as aussi, bah, tu vois Neymar qui est quand même en difficulté, ça fait quand même chier quoi pour les Parisiens. Alors après, Neymar a été un peu meilleur, donc on verra comment ça va se passer. Mais c'est vrai que là, Lyon, Oussema devrait être celui qui devrait insuffler quand il n'est pas là. Et ça manque un peu, il n'y a pas cette possibilité. On va passer au top et au flop. On va passer au top. Je me répondre. Donc les tops pour ainsi dire. Donc déjà, on a. Alors j'ai quand même mis No Balls. Parce que quand même, s'il n'y a pas 3-0 pour Lyon, et qu'il est quand même pour quelque chose, il a quand même arrêté toutes les frappes de tous les sens. Pour le penalty, il n'a pas grand chose à se reprocher. Et pour le but à la 90e, voilà, j'ai envie de te dire, à partir du moment où ta défense fait pas le job, qu'est-ce que tu veux y faire? Je veux bien être gentil, mais à un moment donné, Nobles, il ne peut pas sauver le veuve et l'orphelin. Alors certes, il a été parfois mauvais. Non, voilà, aujourd'hui, il a été très très bon, et ça, il faut quand même le reconnaître. Ensuite, le deuxième, c'est, bah tiens, Pollenbeck. Alors, pourquoi je mets Pollenbeck? Parce que certes, il y aura eu d'autres joueurs. Boateng a été très bon, Denayer a été intéressant aussi, d'ailleurs, il est buteur. Cacré a été plutôt bon aussi. Toko Ekambi a été très bon aussi. Mais j'aime bien aussi récompenser aussi l'action qui a fait que tout n'est pas tombé dans la merde. Parce que je rappelle pour information que si Paul Henbeck fait pas l'arrêt à la 50e, le match c'est 1-0 pour Monaco et le match change complètement de physionomie. Donc je me dis souvent, ben, c'est important de pouvoir aussi mettre en avant celui qui a empêché le drame. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a sans doute d'autres joueurs qui ont été impressionnants. Shaqiri a été plutôt bon. Toko Ekambi a été très bon. Mais moi, je pense que
Polenbeek, il faut aussi le féliciter. Parce que d'un côté, on a Nobles, qui s'il y a eu 0-0, il aurait été l'homme du match. De l'autre côté, eh bien, Polenbeek, en arrêtant ce but, il empêche la situation de s'aggraver. Ça, faut le dire. Là, il avait été très très bon à son entrée, hein, quand il y a eu l'expulsion d'Anthony Lopez. Je sais pas comment ça va se passer pour lui, parce que s'il commence à faire des beaux arrêts, est-ce que... Alors, il va pas remplacer Anthony Lopez, mais est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus pour lui, c'est faire remarquer? Pourquoi pas. Ensuite, le top numéro 1, bon, j'étais... Vous voyez la photo derrière, j'ai même pas besoin de le mettre. C'est Lucas Paqueta. Alors, vous savez que j'aime pas faire ça. Parce que moi, j'estime qu'il y a des règles. Et que certains vont me dire, ouais, mais la prochaine fois, tu pourras mettre... Non, non. Pourquoi je le mets? Parce que déjà, c'est un artiste. Et j'adore les artistes. Parce que quand il rentre, il a tout simplement... En fait, son entrée a fait que les Lyonnais ont littéralement émerveillé son jeu. Voilà. Il a émerveillé son jeu. Et c'est là qu'on voit les qualités qu'il a. Alors, clairement... Et si il pose une question, alors je sais qu'on va me dire, oui, mais ils n'étaient pas Neymar, Messi, ça. Ils étaient en mode, comment dire ça? Ils étaient rentrés vendredi, il y a match vendredi, comment faire, etc. Paqueta, il est rentré jeudi, vendredi. Alors, il est rentré de jeudi à vendredi. Samedi soir, il est déjà sur le terrain, il fait gagner l'équipe. Est-ce qu'à un moment donné, Neymar ou Messi n'auraient pas pu jouer? Alors certains vont me dire, alors je sais que, alors certains vont me dire, oui messieurs, il y avait, je crois qu'ils jouaient en même temps. Peut-être, peut-être. Vérifier parce que vérifier. C'était le 15 octobre. Je regarde, hein, je regarde. Je constate qu'il n'y a pas. Par contre, si je vais au 14, on constate qu'il y avait l'Argentine qui jouait. Ok. Je vois pas le Brésil. Tiens. Pas le Brésil. Tiens donc, c'est très intéressant ça. Brésil. Moi je vois pas le Brésil. Oh non. Ah. Peut-être qu'il était le 15. Allez, ça se trouve il était le 15. Ah d'accord, bon, autant pour moi. Bon, pour les Brésiliens, ouais, le Brésil. Ah, justement, alors pour le Brésil, c'est 2h30. Alors on peut imaginer que c'était 2h30 du matin du 15 octobre. Donc on peut imaginer qu'il a pris l'avion. Je veux bien. Je veux bien, admettons. Mais expliquez-moi comment ça se fait que lui est arrivé du jeudi à vendredi, donc il a pris l'avion, il est arrivé, donc il est arrivé dans l'après-midi, etc., etc. Il a pris l'avion, etc. Il est aujourd'hui, il a joué. Pourquoi Messi est pas là? Pourquoi Di Maria est pas là? Ils ont eu la même situation. Là, ça me. Ah, et Manara s'est séparé de Mauro Icardi. Ah, c'est des choses. Bon voilà, en tout cas, bon bref, on va dire qu'on n'est pas là pour parler bien sûr de tout ça. Moi en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un joueur incroyable. Moi j'adore ce joueur. Moi je le trouve très élégant. Et je trouve que dans ce qu'il a été proposé, moi il m'a plu et ça pour un. Ensuite au niveau des flops, ben Oussem Aouar, alors je sais qu'on va encore me dire que je m'acharne sur lui, mais perte de balle, décision pas bonne, une frappe qui passe complètement à côté. C'est pas bon. C'est pas bon. Et moi, j'attends toujours de voir d'ailleurs le. Alors, je sais qu'on va me dire parce que Saint-Etienne, il a été plutôt bon. Est-ce que Oussem Aouar aujourd'hui, son jeu, est-ce qu'on est capable peut-être de. Si Paqueta est là, est-ce que c'est le même match? J'ai l'impression que Oussem Aouar, il a du mal à savoir ce qu'il doit faire. C'est pas un attaquant, pas offensif. Tu le mets devant en tant que faux neuf, pas des masses. Mais en tant que numéro 10, c'est pas ouf non plus. Contre Saint-Etienne, certes, il y avait ce but qu'il avait marqué et c'était pas mal.
Mais j'ai toujours ce sentiment de je sais pas quoi faire de Lucas Paqueta. Je sais pas quoi faire de Lucas Paqueta. Peut-être que Lucas Paqueta, c'est un joueur. J'ai toujours dit, Lucas, c'est un joueur incroyable. Mais Oussem Aouar, je me pose la question, je me dis, que faire de Lucas Paqueta? Que faire de Oussem Aouar? Est-ce qu'il doit jouer différemment? Est-ce qu'il doit apporter autre chose? Pas du temps, j'ai l'impression de le voir avec une âme en peine. Alors certes, il y a des fois ça va. Alors, et notamment, il fait partie de ces joueurs qui, quand Paqueta est pas là, il a l'air de s'inhiber au niveau du jeu. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même problématique. Le Paqueta, il peut pas tout faire. Et il jouera pas tous les matchs. Ça, c'est vrai que. Imaginez que Paqueta est blessé. C'est lui qui doit être le créateur du jeu. Ça, il l'a pas été. Voilà. Après, Paqueta a cette touche technique que Oussem Aouar n'a pas. Mais pour moi, voilà. Ensuite, donc, j'ai mis Oussam Ben Yedder. Bon, bah, à un moment donné, Oussam Ben Yedder. Alors, certes, j'aurais pu prendre le tir groupé. Hein. Kevin Volant n'était pas terrible non plus. Martins, pareil. Et Matazo a été ridicule. Voilà. Mais j'ai pas voulu taper. Donc, je me suis dit, voilà, tout ça. Et ensuite, eh bien, le premier, bah, j'ai voulu le mettre. Justement, bah, je l'ai mis. Et j'ai eu envie de le mettre parce que, clairement, Matazo, c'est. Matazo, c'est pas terrible, quoi. Matazo, il est rentré, il a fait. Il a absolument rien fait dans ce. Il a rien fait. Il a erré comme une âme en peine, Matazo. Encore les autres, à la limite, ils ont essayé. Fofana a été intéressant. Lucas a été intéressant dans certains abords, notamment en deuxième mi-temps où il a essayé de produire quelque chose. Mais j'ai pas compris ce que devait faire Matazo dans ce match. Il a été hors sujet. Et au final, finalement, ça a été une vraie cata. Et il fait partie des joueurs voilà, qui ont été décevants. Ça, c'est pas terrible. Voilà, allez, un petit rototo pour finir. Bon, allez, merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi l'émission. Merci en tout cas d'avoir été si nombreux pour chaque foot zone que je vous ai fait. Ça fait toujours plaisir et vraiment c'est cool de vous avoir été nombreux. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez, ce que vous avez adoré, ce que vous voulez de tout ça, etc. C'est toujours un plaisir et en tout cas, bien sûr, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de la foot zone. Donc ça sera donc demain. Il y aura sans doute pas Montpellier-Lens. Hein, j'hésite encore à le faire, mais en tout cas, il y aura Marseille-Lorient. Ça c'est sûr et certain. Le programme de la semaine prochaine aussi, je vais essayer de vous faire un petit programme tranquille pour vous donner envie de vous faire suivre au niveau du foot, du catch et au niveau des chaînes Twitch. Ça, vous aurez tout. Merci à vous tous, gros bisous. Et c'est mon dernier mot parce que j'ai dit.